exceptionnel sur Public Sénat. Alors mon petit, tu veux faire quoi plus tard? C'est bien ça. On me disait, je veux être artiste, tu te prends pour qui? Oublie. On me disait, je veux être artiste, tu veux être quoi? Ouais c'est ça. On me disait, je veux être artiste. Salut à toutes et à tous et bienvenue dans un monde de bulles, la seule émission au monde entièrement dédiée, dévouée, consacrée au 9e art et à la bande dessinée. 9e art qui porte parfaitement son nom. Aujourd'hui, vous êtes en vacances, je le sais, et vous allez découvrir, c'est du pur bonheur, un auteur exceptionnel, l'auteur de Rahan, Maître Chéret, qui est avec nous. C'est votre portrait de la semaine. André, oui, Maître bonjour. Chéret, Maître. Maître Rahan. André, lorsque j'ai dit autour de moi que je faisais le créateur, dessinateur de Rahan, les gens n'en revenaient pas. Qu'est-ce que vous avez touché? Je suis encore là. Vous êtes là et vous avez touché le cœur de millions de lecteurs. Vous vous en rendez compte de ça? Ah oui, tout à fait, oui. Oui, parce que j'ai encore des parents qui achetaient PIF pour leurs enfants, qui viennent me voir, qui me disent « Ah, je lisais ça quand j'étais petit ». Alors ça me fait plaisir de les voir. C'est incroyable comme histoire. Est-ce que vous vous souvenez des prémices de Rahan? La première fois où le crayonné est arrivé, Oui. où Oui. ce personnage est né? Oui, mais je faisais, avant de faire Rahan, je faisais une histoire d'aviation avec, c'était Bob Mallard. Et j'en avais un petit peu marre de faire des avions et j'ai voulu créer un personnage qui m'appartienne. Parce que Bob Mallard ne m'appartenait pas. Et j'ai fait des essais comme ça. Je pensais faire un Gaulois. Et alors, Gaulois qui dit Gaulois dit blond. Alors donc je l'avais fait blond avec une chaîne autour du cou, habillé avec des vrais. Et tout, À la Vercingétorix, voilà. Un peu. Tout à fait, oui, tout à fait ça. Et puis lorsque je l'ai présenté à la rédaction du journal, c'était Vaillant, on m'a dit, le rédacteur en chef m'a dit, bah tiens, nous avons justement Roger Lecureux, le scénariste célèbre, qui nous a fait, lui, un scénario sur un homme préhistorique. Est-ce que tu veux bien que ton Gaulois devienne un homme préhistorique? Bon, il n'y avait pas beaucoup de différence, donc j'ai accepté, et avec plaisir. Et j'en suis très heureux encore en ce moment. La première rencontre, justement, avec le scénariste, vous vous en souvenez? Ah oui, ça s'est bien passé? À la toute première rencontre, j'avais 18 ans, j'étais monté à l'étage supérieur de chez Vaillant, où j'ai vu un type je lui ai présenté mes dessins, et quand je lui ai fait voir mes dessins, il m'a dit « Oh oui, mais alors tu vois, j'avais 18 ans, hein. Quand tu sauras, il m'a sorti une planche de Raymond Poivet, quand tu sauras faire ça, tu n'auras qu'à revenir. » Et je suis revenu, mais après mon service militaire, Voilà. Et c'est vrai qu'André, tu as profité de ton service militaire pour continuer à dessiner et à t'améliorer, c'est ça? Mais tu dessinais Rahan pendant le service militaire? Non, pas du tout. Non, non, je dessinais des trucs militaires, mais surtout pacifiques, parce que j'ai été détaché dans un truc d'illettrés, enfin dans une section d'illettrés, et puis après ça, je me suis retrouvé à Baden-Baden, dans le quartier général, où j'ai fait beaucoup de dessins pour les gradés, pour les troufions qui étaient là, leur petit ami, j'ai décoré le mess
des officiers. Tu perdais pas ton temps, en tout cas. Je ne perdais pas à l'armée, mon temps, hein, oui, voilà. Et j'ai commencé mes premières bandes dessinées là-bas. Parce qu'en plus, dans le bureau du journal des forces françaises en Allemagne, il y a un jeune dessinateur qui a écrit, et comme j'avais un grand bureau, tout seul comme ça, je l'ai fait venir. Il s'appelait Jean Giraud. D'accord. Et nous Incroyable. avons travaillé ensemble un petit peu. Voilà. Ça n'a pas duré une éternité, puisque lui est parti après ça en Algérie. Ouais. Moi, j'ai jamais fait l'Algérie. Je suis resté planqué à Baden-Baden. Alors, Rahan, on le disait, devait être un Gaulois finalement. Il est devenu un homme préhistorique. Alors tu me disais, bon, c'est pas très différent, sauf que les Gaulois, t'aurais eu plein d'informations. Oui. Sur la préhistoire, excuse-moi, t'avais pas grand-chose quand même. Si, il y a quand même beaucoup de bouquins sur la préhistoire, il y a beaucoup de livres scientifiques qui existaient déjà à l'époque. Il y a Il y a peu de photos, quoi. Il y avait peu de photos, oui. Il y avait des bons dessins, mais peu de photos. Ce que j'ai toujours reproché à ces bouquins-là, c'est qu'on voyait, par exemple, une pointe de flèche, mais on voyait pas la grosseur de la pointe, parce qu'ils avaient oublié de mettre des mains en dessous pour faire voir la délicatesse. Parce que quand j'étais petit, moi, un homme préhistorique, on disait, c'est un gros rusto qui traîne sa bonne femme par les cheveux, le truc classique. Et puis quand tu creuses un petit peu, tu t'aperçois que l'homme préhistorique, d'abord, il a tout inventé. Hein. C'est Rahan qui a tout inventé aussi, mais enfin, Rahan est le représentant de l'homme. Et donc là, je me suis aperçu qu'il y avait vraiment des merveilles qui avaient été faites avec leurs gros doigts. Ça veut dire que dès le départ, tu as commencé à avoir une documentation pour avoir une certaine précision historique par rapport à ce que tu faisais? Préhistorique, une Oui. précision préhistorique. Oui, mais c'est vrai qu'avec la bande dessinée, ça nous permet aussi quand même de broder, on a fait côtoyer Rahan avec des dinosaures qui n'existaient plus depuis longtemps. Mais dans la bande dessinée, on peut se permettre beaucoup de choses. C'est-à-dire qu'il y avait une part de grande liberté finalement dans la création. Oui. Et je vois par exemple un jour, j'avais une grande conférence avec Monsieur de Lumelay, et puis je devais avoir au téléphone Monsieur Jean-Jacques Hano, qui avait fait la guerre du feu, ça tombait juste là. Et le préhistorien me disait, c'était Monsieur de Lumelay qui était le conservateur du musée de l'homme à Paris, il me disait, oui, vous faites côtoyer des animaux avec Rahan qui n'existaient plus, des machins, des trucs. Oui, bon, je suis d'accord. Puis alors, quand on a eu Jean-Jacques Hano au téléphone, il me dit, oui, mais depuis que je me suis beaucoup inspiré de Rahan pour faire mon film et tout, bon, j'étais content. Puis après ça, Monsieur Delumet me dit, oui, mais c'est vrai que depuis que Rahan existe, il y a une fréquentation dans les musées qui est supérieure. Mais je dis, c'est ça l'intérêt, c'est de faire venir le lecteur ou l'enfant à la préhistoire, de lui faire enseigner quelque chose. Et depuis, j'ai constaté qu'il y a beaucoup de préhistoriens, de paléontologues ou de conservateurs de musées qui me disent, si je n'avais pas lu Rahan, je ne serais pas là où je suis. Ça a créé des vocations. J'en suis vraiment très fier. Rahan, l'enfant des âges farouches. Rahan, plus vite que le vent, plus fort que toutes les vagues de l'océan, toujours plus loin. L'enfant de tous les hommes, apprends et donne ton savoir. Pas toi, invente-nous des mondes plus grands, toujours plus bons. Et par-dessus l'ouragan, pas toi face aux démons géants. C'est parmi les grands sorciers que ta voix chante la liberté. Ils auront la faim, le sang, ils l'oublient, d'un livre, d'un cri, Rahan. Est-ce que tu as le sentiment qu'en 40 ans, Oui. ton personnage a beaucoup changé, les premiers croquis et aujourd'hui? Ah oui, le premier Rahan, je lui avais mis un collier de griffes, j'en avais fait une bonne dizaine. C'est marrant parce que là on ressort avec Soleil cette histoire-là, de la première, tout à fait. Il y a eu des gros changements. Puis il était très rusto, il était très préhistorique. Maintenant il est
est plus allégé, il est un s'est peu moins de affiné un poils, petit il peu, s'est ouais. affiné, il est plus élégant. Et alors, il est blond, mais quand tu as commencé, il était en noir et blanc, Raon. Oui, il était en noir Comme et les blanc. rééditions, ah oui, là, de tout Soleil, à fait, ouais. tout à fait. Et moi j'aime beaucoup le noir et blanc parce que ça donne une profondeur qui, je veux pas dire que c'est gâché avec la couleur, puisque ma femme maintenant me fait mes Eh couleurs, oui. je vois quand même la critiquer. Mais c'est vrai que le noir et blanc, d'abord elle aime bien aussi le noir et blanc. Alors donc ça me compense un peu. Mais c'est vrai que ça donne une autre valeur, le noir et blanc, que la couleur. Dès le départ, ma question évidemment, on ne peut pas savoir. Mais est-ce que tu as quand même senti un potentiel? Tu t'es dit, ce personnage, il peut aller quelque part, il peut toucher justement un public. Oui, oui, parce que j'ai senti ça plus que la rédaction du journal, parce que la rédaction du journal nous avait dit oui, mais une fois que tu auras inventé une dizaine d'inventions de Rahan, vous saurez plus quoi faire. Alors que on en est à 195 ou 196 histoires, on a toujours des inventions, on a toujours, et il y en a encore plein à faire. Alors donc je suis pas, le scénariste, il a encore du travail à faire, et moi aussi. Alors justement, tu parlais de journal, c'est PIF. Oui. C'est vrai que PIF a plus que marqué des générations de lecteurs. Comment tu travaillais avec PIF? Il fallait que je sais pas, que tu livres plusieurs planches par semaine? J'ai fait un maximum de 30 pages par mois. Ce qui Une par jour? Oui, une par jour. Ça m'est arrivé d'en faire un peu plus, mais enfin là, il faut pas critiquer les jeunes dessinateurs qui mettent un an à faire un album. Ouais. Mais c'est vrai que j'ai travaillé pendant longtemps avec 30 pages par mois, sans Mais à problème. l'époque, c'était combien d'heures par jour, par exemple? Tu te souviens Mais de ça? non, parce que je travaille beaucoup la nuit. C'est vrai? Ouais. Je me levais le soir vers 11h, 10-11h, et je travaillais jusqu'à 8h du matin sans D'accord. problème, sans arrêt. Mais qu'est-ce Bon. que t'apporte la nuit dans ton travail? Ben, la tranquillité, l'inspiration. Enfin, je suis toujours inspiré. Moi, je me lève, je dessine. Je cherche pas midi à 14h. Mais en parlant de popularité de PIF, je me rappelle, il y a eu un épisode où Roger Lescureux avait voulu aborder, en 1976, il avait voulu aborder le problème de la drogue. Eh oui. Et il a fait donc un épisode où Rahan rencontrait un clan, et le sorcier du clan, ce clan crevait de faim, quoi. Ils n'avaient pas rien à manger, puis ils étaient un peu lymphatiques, tu vois. Alors il les droguait. Et il y a eu une joute avec le sorcier, et les hommes le clan a vu Rahan en train de se faire tuer. Et puis, bon, c'est paru ça. Et tous les C'est deux, paru en ouais. Les gens 77, pensaient que Rahan était mort. 18. Hein. Ouais. Et Rahan, tout le monde a cru qu'il était mort, à tel point qu'il y a eu le standard de PIF qui a sauté. Il y a eu 800 lettres d'enfants. Il y a eu 1 500 000 exemplaires de PIF. C'était le premier PIF où il n'y avait pas de gadget. Tu te rends compte? La couverture, c'était PIF gadget, sans gadget, et était toute Et juste noire. Rahan. Rahan est Mais mort. tu te rends compte, 1 500 000 exemplaires. 1 500 000 exemplaires pendant une semaine, c'était quand même terrible ça. Et je voyais, il y a eu des pétitions dans les H&M et tout. Et moi, je me suis retrouvé à dédicacer mes PIFs à l'époque. Si je n'avais pas d'album, on dédicaçait les PIFs, et je me suis fait agresser par des mères de famille qui m'ont dit arrêtez, faites-le revivre. Mon enfant ne dort plus ça fait 8 jours qu'il ne dort plus. Et attendez, il y a la suite la semaine prochaine. Alors, c'est vrai qu'on avait prévu la suite tout de suite. eh ben, heureusement. Mais il y a beaucoup de gens qui ne l'ont pas eu, la suite. Ah oui, Alors, c'est ils ont vrai. cru qu'il était Qui ont mort. été complètement, Ah, ouais. oui, ça- André, C'est fini, ils n'achetaient plus PIF. On était mort, Tant ils pis n'achetaient pour plus PIF. PIF. Ouais, oui. André, tu me parles du regretté justement, Roger Lescureux. Oui. Comment on travaille à deux sur un tel succès?
Mais avec Roger Lécureux, moi j'habitais dans le sud de la France, lui il habitait dans la région parisienne. On se voyait une fois par an ou 2 fois par Pas an au plus. grand maximum. Non, on parlait beaucoup d'autres choses. Il m'expliquait un petit peu le scénario qu'il était en train de faire. Je le recevais 6 mois après, je m'en rappelais plus ce qu'il m'avait Mais par la expliqué. poste comme ça, tu Par la recevais? poste, Ouais. oui, par l'intermédiaire de Pif qui me donnait son scénario. Mais on n'a jamais eu de contact ensemble. Alors par contre, Roger Lécureux est décédé en décembre 99. Il a pas vu l'an 2000, juste. Eh ouais, y a pas eu de Et donc son fils reprend les scénarios. bol. Ouais. Et maintenant, j'ai beaucoup plus de contact avec son fils. On se fréquente au moins une fois par mois, on se voit, on en discute. Mais ce qui me fait plaisir, c'est que j'ai retrouvé dans les scénarios de Jean-François, j'ai retrouvé la verve de son père. J'ai pas eu pour moi un grand changement de scénariste. Mais André, ça veut dire que tous les jours, tu te lèves, Oui, peu importe l'heure, oui, et tu crées du Raon. oui. Mais c'est une vraie addiction, Raon, pour toi. Ah Alors. oui, mais j'adore, moi. J'adore être drogué avec Raon. Mais ça veut dire que tu ne peux pas t'en passer. Non, je peux pas m'en passer. Et pourquoi? Pardon. Qu'est-ce que Parce ça t'apporte? Je sais pas, j'adore, d'abord j'adore travailler, j'ai 71 ans bien tassé, parce que 72 quand ça va sortir, ça. Si je m'arrêtais de travailler, ça m'embêterait énormément, puis j'embêterais énormément ma femme. J'aurais pas le moral, j'aurais le moral à zéro. Mais André, finalement, c'est un vrai sacerdoce, Raon. Oui, tout à fait. C'est ta vie aujourd'hui. C'est ma Et vie. pourtant, tout tu à as fait d'autres albums à côté. Ah oui, j'ai fait beaucoup d'autres séries. J'ai fait une série principalement Domino. Ouais. C'était avec Michel Gregg qui m'avait fait le scénario. C'était le premier album qu'on faisait ensemble. Ça se passait au temps de la Régence et c'était un anti-héros, c'est-à-dire que le Domino, c'est un petit jeune qui voulait suivre ses études, mais il avait un chanoine qui voulait lui en faire un justicier, et ça se passait. Il n'était pas doué quand même, mais c'était une idée que j'avais eue avec Michel Gregg, parce que là, à l'époque, il y avait Max Lamonas qui passait à la télévision. Eh oui. L'anti-James Bond. Voilà, quoi. oui, qui voyait un micro caché dans une mouche, il écrasait la mouche. Quoi. C'était ça. Moi, c'était ça le principe de Domino. Quoi. Mais André, quelle relation intellectuelle on peut avoir justement avec un personnage comme Raon, qu'on côtoie, qu'on crée, à qui on donne vie, du souffle sur le papier tous les jours? Mais, étant donné que j'adore travailler, puis moi j'adore quand je travaille, d'abord j'aime beaucoup le cinéma, et j'aimerais, moi, le lecteur participe énormément à ma bande dessinée, c'est-à-dire que quand je fais par exemple Raon en train de coudre, c'est pas le voir comme ça en face, le dessiner en train de coudre, Ouais. c'est carrément dessiner les mains et puis le faire coudre, enfin, c'est C'est-à-dire le que lecteur. tu vis Raon pour le dessiner? Ah, oui, je le vis, absolument, oui. J'en rêve beaucoup. C'est vrai. Je rêve de toutes ces performances. Mais je suis un petit peu comme Roger Lécureux. Lui, il n'aimait pas sortir, il était casanier et il a voyagé énormément avec son stylo. Et moi, je voyage aussi avec mon crayon. Je fais des trucs impossibles. Bien qu'il y ait des choses que j'ai essayé quand même. Hein, Ouais. parce que nager avec les pieds attachés et puis les mains attachées, Ah, c'est les mains dans le compliqué. dos, Ça, c'est eh ben pour j'arrive. C'est pour faire J'arrive. l'armée, ça. Mais ouais. on boit un peu. Ouais, voilà, ça dépend dans quoi On tu boit essayes un peu. ça. Donc les éditions Soleil rééditent Raon en noir et blanc. Qu'est-ce que ça te fait? C'est de la nostalgie ou tu vois ça plutôt avec un œil heureux?
Non, je redécouvre Raon comme ça me fait plaisir, parce que je dis, ah ben dans le fond, c'était pas si mal que ça. T'as pas mal bossé J'ai finalement. pas mal travaillé. Mais c'est un Raon d'il y a quelques années quand même. Bah, il y a oui, mais ça fait toujours plaisir de. Ouais, c'est vrai. Parce que je feuillette pas tout ça tous les jours. Alors, des fois, je dis, ah oui, c'était pas mal ça. Ah tiens, celui-là, j'aurais pu le faire dans l'autre sens quand même. Mais est-ce que tu te rends compte que ton héros, au bon sens du terme, mais il sera là encore dans 100 ans. Et nous deux, J'espère. peut-être moins. Ah, dans 100 ans, si, je serai là. Pas toi, mais moi, je suis un immortel. Tu es immortel, et ça c'est bien. Non, mais c'est vrai que ça me fait plaisir parce que Raon est immortel, il est bien, quoi. Et puis ça me fait plaisir aussi, c'est que j'ai été dans plusieurs pays, notamment en Afrique, au Maroc ou au Sénégal. Au Sénégal, il m'est arrivé une chose. J'étais en taxi, je venais pour le salon du livre, et le chauffeur de taxi me demande, enfin, j'étais avec ma femme, il nous demande, qu'est-ce que vous venez faire? Je dis, au salon du livre. Vous êtes écrivain? Je dis, non, je suis dessinateur de bande dessinée. Ah bon, qu'est-ce que vous faites, Raon? Et le mec en taxi, il bloque son taxi en plein milieu de la circulation. Il sort de son taxi. Je lui dis, qu'est-ce que je lui ai fait? Et puis il vient, il me serre la main et tout. Il dit, mais Raon, c'est nous, c'est chez nous. Il dit, vous êtes déjà venu. Ben, je dis non, d'abord c'était la première fois que je mettais les pieds en Afrique. Et puis Raon, je dis, mais il est blond, il a le teint un peu clair, plutôt clair que bronzé. Et j'ai vu un regard qui m'a dit, non, Raon, c'est nous aussi. Alors je Donc pense t'as que créé un Raon, héros sans frontières. sans frontières. Et ça me fait plaisir, parce que d'autant plus que Raon, c'est un humanisme, il essaye de se retrouver avec ses frères qui marchent debout et tout. Mais il n'y a pas de frontières là. À l'époque, il n'y avait pas de frontières en plus là. André, quels sont tes rêves aujourd'hui, dans les années à venir justement? C'est continuer cette saga incroyable? Oui, c'est de continuer, de pouvoir avoir la blablotte. Et puis. On parle d'un film, Raon. Oui, tout à fait. Oui, on est en train ça fait déjà plusieurs années qu'on a signé un contrat avec une production, c'est Xilam. Ouais. Il était question pendant un temps qu'on fasse le film, et puis après ça, non, on est en train de revoir avec ce producteur qui doit refaire quelque chose de beau. Il y a les fonds qui sont là, il y a tout ce qu'il faut. Maintenant, il faut le cinéaste. Je crois que Gans était très intéressé par ça, Christopher Gans, qui a fait le Pacte des loups et tout ça. Et donc il veut refaire un. Bon, il avait été plus exigeant pendant un temps, puis il a été faire autre chose. Et là, il revient, mais il revient vraiment sérieusement. On va certainement le faire incessamment sous peu. D'accord. Et ça sera un beau film. Mais par contre, on fait aussi avec toujours la même production, avec Xilam, on fait une série de dessins animés. Ouais. Ça commence à sortir. Wake up, Sleeping Beauty, because you're about to have a nightmare. What are you doing down there? I'm helping you. I knew I could count on you, Ursus. Raon, immortel, Voilà, comme immortel. toi. Et puis là, c'est vrai que
On avait fait déjà un dessin animé dans les années 80 où c'était vraiment mon dessin qui ressortait. Ouais. Tandis que là, on a, bon, c'est vrai que C'est réadapté. c'est réadapté. Il y a quand même une évolution Ouais. des lecteurs. Mais je veux dire, donc il a fallu le rajeunir un petit peu et puis avoir des lecteurs et des téléspectateurs qui soient un peu plus à leur goût. Que ça soit, il y a un petit faire-valoir aussi, il y a une espèce de petit ourson machin. Un peu espiègle qui va mettre en défi Rahan, qui va l'obliger de se faire un peu secouer un peu. Bon, ça va être bien, je pense que ça va être bien. Et puis on a été obligé de l'habiller parce qu'on va, je pense, exporter ce dessin animé dans les pays étrangers où les gens en slip ne sont pas bien vus. Donc voilà. Là, il faut le rhabiller un petit peu. Rhabiller un petit peu. Bon, d'accord. Le mettre au goût du jour. Bon, André, ma dernière question. Il paraît qu'il est à la coiffure de Claude François Rahan, c'est vrai? Où Jouvet aussi. Oui. Patrick Jouvet aussi. Bon, c'était à l'époque, quoi. Oui, voilà. Mais je n'avais pas copié sur ni sur l'un ni sur l'autre. Bon, je sais pas s'il avait son rythme, en tout cas. Bon, André, merci beaucoup. Hein? Je voulais dire aussi une chose, c'est que Bon, je viens de finir un album aussi qui va sortir chez Bambou. Ouais. Et c'est un album qui est contemporain. C'est-à-dire que cette histoire est contemporaine, ça se passe dans le Vermont, aux États-Unis, où il y a un risque d'attentat avec un président, et donc on est vraiment dans le goût du jour. Oui, ça te change complètement. Alors ça me change aussi, je suis obligé de faire des voitures, choses qui ne sont pas dans mon... T'en as pas eu beaucoup dans Rahan, finalement. Ça fait un bout de temps que j'en avais pas fait, mais ça va être un bel album, et ça va être une série de 3 albums. C'est le consul de France à San Francisco qui m'a fait le scénario, D'accord. et qui est écrivain. Alors donc il n'était pas écrivain de BD, alors il a fallu adapter un petit peu plus la chose, mais ça va, ça se passe bien. Bon André, merci beaucoup. C'était ton portrait pour Rahan. Merci de votre accueil sur votre chaîne. Sur notre petit plateau du Jardin du Luxembourg. Avec le soleil Voilà. qui est radieux. Voilà, comme dans la jungle, hein, Rahan. Tout à fait, oui. Il y a des fois, il pleut quand même dans la jungle. Exactement, il y a de la pénombre. Hein. Oui, il y a de la pénombre. Voilà, c'était André Chéret, maître Chéret. J'espère que ça vous a plu et à la semaine prochaine. Ciao.